Phoenix Colden était une jeune femme sans cesse curieuse, énergique et musicalement talentueuse. Son dévouement à la religion et son talent dans les arts ont été interrompus par une disparition inexpliquée et introuvable en décembre 2011, laissant tous ceux qui la connaissaient, à la fois dans la vie et sur le web mondial, chercher des réponses dans un océan de preuves, dans l'espoir de fournir un raisonnement plus substantiel basé sur des preuves observables et une analyse situationnelle. Ceci est un examen de la disparition de Phoenix Colden et du mystère aux 900 blocs de l'avenue Saint-Clair. Ceci est Détective de Cold Case. Phoenix Colden est née le 23 mai 1988 de parents Gloria et Lawrence Colden. Après avoir passé une partie de sa jeunesse dans l'ensoleillé État de Californie, le travail de Lawrence a déplacé la famille dans la grande région de Saint-Louis, Missouri, où ils ont passé le reste de leur temps ensemble. Les Colden ont emménagé dans un quartier résidentiel de Spanish Lake, une banlieue calme et de classe moyenne où Gloria et Lawrence se sont engagés à élever leur fille brillante et bien-aimée. Dès son plus jeune âge, Phoenix a été élevée dans un monde entouré d'églises et de valeurs chrétiennes. Ses parents gardaient un œil attentif sur son comportement et ses interactions sociales, s'assurant qu'elle restait fidèle à la gentillesse, à la compassion et au respect. Cela a été couplé à une forte attirance pour la musique et l'instrumentation, car Phoenix a développé un talent profond pour les arts musicaux. Chaque samedi matin, elle s'exerçait sur le piano de la famille, tombant rapidement amoureuse de l'artisanat et trouvant un moyen de s'exprimer. Le temps passé à la maison par Phoenix a augmenté lorsqu'elle est entrée au collège, après que ses parents aient décidé qu'elle était mieux en école à domicile plutôt que de fréquenter un établissement public. Malgré la protection continue de Phoenix contre un monde différent de celui qu'elle connaissait, elle n'a jamais scié. Son enthousiasme pour l'apprentissage, la connaissance et la participation aux activités académiques était sans égal, et elle excellait dans toutes ses études. Quand elle ne faisait pas de travaux scolaires ou de musique, Phoenix perfectionnait ses compétences en escrime, participant à des entraînements rigoureux qui l'ont menée à la maîtrise ultime du sport alors qu'elle conservait le titre local junior d'escrime. De 2007 à 2011, Phoenix a fréquenté l'université du Missouri-St. Louis s'installe en colocation avec un ami. À cette époque, Phoenix a commencé à montrer un autre aspect de sa personnalité, luttant pour concilier son éducation protégée et son mode de vie strict. Elle a commencé à se disputer plus fréquemment avec ses parents et à participer à des comportements à risque. Bien que ce soit un contraste avec la Phoenix normale que ses parents connaissaient, ni Gloria ni Lawrence ne pensaient que c'était plus que les douleurs de l'entrée dans l'âge adulte. C'est jusqu'en mai 2011, lorsque Phoenix est rentrée à la maison à la demande de sa mère et que les tensions ont grimpé en flèche. Au cours des mois suivants, le comportement anormal de Phoenix a atteint un sommet sans précédent lorsqu'elle a rompu son amitié la plus proche avec son voisin de longue date, Akira. Suite à une dispute ayant poussé Phoenix à reconnaître un malaise dans sa vie. Quelque chose qui ne serait pas résolu ni par Akira ni par la famille Colden. Alors que l'été laissait place à l'hiver, la crise de Phoenix empirait. Ses parents et quelques amis la décrivaient comme une personne différente. Elle n'était plus la femme équilibrée et spirituelle, avec un grand sens de l'humour, forte dans sa foi, naïve à propos du monde et ambitieuse de répondre aux attentes du monde. Au lieu de cela, elle n'était qu'une coquille de son ancien moi. Gloria et Lawrence Colden avaient tous deux le sentiment que leur fille était sur le point de retrouver son propre moi, mais malheureusement, ils n'ont jamais su avec certitude quand, un dimanche après-midi silencieux, Phoenix a quitté sa maison de Spanish Lake pour la dernière fois, sans jamais être revue ni entendue, ne laissant derrière elle que des bric-à-brac dans sa voiture, abandonnée au milieu de la route de l'avenue Saint-Clair.
Quelque part en l'an 2005, Phoenix Colden rencontre Akira dans le quartier de Spanish Lake et les deux deviennent rapidement de bons amis. Comme Phoenix est déscolarisée à la maison, elle attend chaque jour à l'arrêt de bus lorsque Akira rentre chez lui après l'école publique. Phoenix n'est pas autorisée à aller souvent chez les Hogan, donc sa relation avec Akira et sa mère Martini consiste à discuter sur le porche avant. Les Hogan voyant les parents de Phoenix comme un peu trop stricts en conséquence. En automne 2007, Phoenix s'inscrit à l'Université du Missouri à Saint-Louis. Impatiente d'explorer des modes de vie différents du monde religieux et tempéré qu'elle connaissait en grandissant. Vers le moment où elle commence ses cours universitaires, Phoenix rencontre un gars nommé Michael B. Ils entrent rapidement dans une relation amoureuse, malgré la désapprobation de ses parents envers lui. Au cours des années suivantes, Phoenix et Michael B. cachent la plupart de leur intimité à la famille Colden. Ils emménagent ensemble dans un appartement avec l'aide de la mère de Phoenix, Gloria, qui signe le bail sous l'impression que sa fille emménage avec une amie. Gloria continue de visiter l'appartement plusieurs fois pendant que Phoenix y vit et ne voit pas une seule fois un indice qui l'alerte qu'un homme y vit. À un moment donné, en 2010, Phoenix informe son amie d'enfance Akira qu'elle veut quitter Michael B, mais hésite sur la démarche à suivre. Elle se met plutôt à fréquenter d'autres hommes. L'un des hommes est une autre personne nommée Michael, appelé Mike du téléphone portable. Phoenix entame une deuxième relation romantique avec Mike du téléphone portable derrière le dos de Michael B. À peu près au même moment, Phoenix achète un autre forfait de téléphone portable à l'insu de ses parents. Elle utilise le téléphone jetable pour communiquer avec Mike du téléphone portable et son téléphone du forfait familial pour maintenir sa vie normale avec Gloria, Lawrence et Michael B. Dans les mois précédant le printemps de 2011, Phoenix vole secrètement de l'argent dans le coffre-fort de la famille Colden chez eux. L'argent en question se présente sous la forme de bons d'épargne au nom de Gloria Colden. Phoenix encaisse discrètement ces bons à divers moments, récoltant environ 2500 $. On ne sait pas ce qui arrive à cet argent. Lorsque mai 2011 arrive, Phoenix emménage à nouveau avec ses parents à leur demande après qu'ils ont décidé que payer pour l'appartement est financièrement difficile et que leur maison est techniquement plus proche que son appartement de l'université. La situation commence à se dégrader à l'été 2011 lorsque Phoenix a une crise mentale devant son ami Akira. Phoenix prétend avoir le sentiment d'être suivie, affirmant spécifiquement qu'une personne ou des personnes anonymes la regardent, elle et la famille Colden, dans le parc un jour. C'est une discussion paranoïaque avec un présage inquiétant dans laquelle Phoenix partage qu'elle a le sentiment que quelque chose la poursuit et que quelque chose va se passer. Le 15 novembre 2011, Phoenix enregistre une vidéo selfie sur son téléphone, alors qu'elle est assise dans sa voiture, exprimant l'extrême frustration qu'elle ressent envers elle-même et la crise émotionnelle dans laquelle elle se trouve. Phoenix semble bouleversée et au bord des larmes, disant des choses comme qu'elle souhaiterait pouvoir tout recommencer. Elle récite aussi une version modifiée de la prière de la sérénité. Pendant les vacances de Thanksgiving, Phoenix rencontre son ami d'adolescence, Tim Baker. Elle lui confie que malgré le fait qu'elle ait dit aux gens qu'elle était à l'université, elle ne s'est jamais réellement inscrite à des cours ce semestre. Gardant le secret pour sa famille, Tim est au courant du deuxième téléphone portable secret et réalise que Phoenix mène une double vie et a l'impression qu'elle lui cache aussi quelque chose. Peu de temps après, fin novembre ou début décembre, Phoenix a un autre incident enflammé avec Akira. Cette fois, elle se querelle avec sa meilleure amie à propos de petits soucis liés à leur amitié et Michael B. La situation s'aggrave quand Phoenix avoue avoir un couteau à dague de 10 pouces dans la portière conducteur de sa voiture. Akira pense que Phoenix essaie simplement de l'intimider et prétend qu'elle n'a rien fait de mal. Après que Phoenix ait laissé entendre qu'elle allait quelque part pour s'échapper, Akira affirme que cet état mental est totalement anormal pour Phoenix et comme Tim Baker, elle pense que son ami cache quelque chose. Au cours des premières semaines de décembre, Phoenix passe un nombre croissant d'appels à son premier petit ami, Michael B, via son téléphone portable familial.
Le 17 décembre, elle a 10 conversations téléphoniques distinctes, se terminant par un appel de 116 minutes dont on ignore de quoi il s'agit et si cela a joué un rôle dans le mystère stupéfiant qui est sur le point de se dérouler. À 9h34 du matin. Le 18 décembre 2011, Phoenix passe un coup de téléphone de 2 minutes à son amie Rosie en utilisant à nouveau un téléphone portable familial. 5 minutes plus tard, à 9h41 du matin, Phoenix passe un appel de 6 minutes à Michael B. sur le même téléphone portable qu'avant. À 11h, Phoenix assiste à la messe avec sa mère Gloria dans leur église habituelle. Phoenix participe à la chorale de clochettes à main et semble être elle-même aux yeux du pasteur de la congrégation, Mark Miller. Après l'église, Phoenix passe le dernier appel enregistré sur son téléphone portable familial à Michael B. Un appel qui ne dure qu'1 minute avec des détails inconnus. Peu de temps passe avant que Phoenix et Gloria ne fassent une course à l'épicerie vers 2h de l'après-midi. Sur le chemin du retour à Spanish Lake, Phoenix se tourne vers Gloria et dit « Madame, nous devons revenir à ce que nous étions avant. » Gloria demande à Phoenix ce qu'il veut dire et Phoenix dit « Nous devons juste être plus comme nous l'étions avant. » Gloria croit que sa fille redevient comme avant. 5 minutes après 3h de l'après-midi, plus tard dans l'après-midi, Phoenix passe devant son père, silencieuse mais déterminée. Elle saute dans un Chevy Blazer noir de 1998 et recule hors de l'allée. C'est la dernière apparition connue de Felix Colden. Environ 2h30 plus tard, à 17h27, l'officier de police de East St. Louis, Perry, reçoit un appel concernant une voiture abandonnée au milieu du bloc 900 de l'avenue Saint-Clair. L'officier Perry arrive sur les lieux en 8 minutes à 21h35 et trouve un Chevy Blazer noir vide stationné au milieu de la route près d'un panneau stop. Supposant que le véhicule est à court de carburant, l'officier Perry vérifie l'intérieur. Il constate que le moteur ne tourne pas. Les lumières sont éteintes. Il n'y a ni sac à main, ni téléphone à l'intérieur, aucun signe de lutte. Et il repose là comme le ferait n'importe quelle voiture, normalement garée. Il vérifie la plaque d'immatriculation dans la base de données des voitures envolées, mais ne trouve aucune correspondance. Il appelle une entreprise de remorquage locale et vérifie le numéro d'identification du véhicule, confirmant que la voiture venait en réalité du Missouri et avait probablement franchi les frontières de l'État lors d'un trajet routinier. L'officier Perry entre les données de la voiture dans un système de journalisation de voitures à l'échelle nationale, mais un retard dans le programme fait que le véhicule reste absent du registre national des fourrières. Plus tard dans la soirée, la voiture est emmenée dans une fourrière pour véhicules de l'Illinois, mais les propriétaires ne sont pas contactés. Le lendemain matin, le 19 décembre, Gloria et Lawrence se réveillent et s'inquiètent immédiatement pour leur fille, qui ne reste jamais dehors toute la nuit et dont on n'a pas eu de nouvelles depuis l'après-midi précédent. Lorsque Gloria appelle les forces de l'ordre et donne la date de naissance de Phoenix, la police annonce que puisque Phoenix est une adulte en droit et qu'elle a disparu depuis moins de 24 heures, il n'y a aucune raison de croire qu'elle est portée disparue. Gloria insiste et informe les officiers au téléphone. Phoenix était dans le Chevy Blazer de 1998. Il vérifie le véhicule, mais aucune alarme n'apparaît dans le système, malgré la mise en fourrière 18. Au cours des semaines suivantes, la famille Colden cherche sans relâche leur fille. Ils distribuent des tracts, appellent les hôpitaux à proximité et visitent des cachettes potentielles dans la ville. Gloria appelle même plusieurs stations de nouvelles locales, mais aucune d'elles ne diffuse l'histoire de Phoenix ni n'aide à sensibiliser le public. À la fin de décembre, Gloria et Lawrence sont informés qu'un de leurs véhicules a été mis en fourrière dans un parking de East St. Louis. Ils traversent le Mississippi en hâte pour rejoindre leur Chevy Blazer dans l'état où l'officier Perry l'a découvert, avec les affaires de Phoenix éparpillées, mais sans trace de lutte. Gloria est convaincue que Phoenix n'est certainement pas celle qui a garé la voiture sur l'avenue Saint-Clair. Tandis que Lawrence a le sentiment que Phoenix va finalement bien. Le jour de l'an 2012, les autorités reprennent enfin l'affaire et déclarent Phoenix Colden comme une personne officiellement disparue. Un peu plus d'une semaine plus tard, le 9 janvier, le profil de Phoenix est pour la première fois rapporté par les médias et est mis en lumière par Sean Drea Thomas le 25 janvier qui partage alors par accident de fausses informations sur l'état du Chevy Blazer trouvé le 18 décembre, amenant les téléspectateurs à croire que Phoenix avait été enlevé de la voiture alors que son moteur tournait encore et la porte entrouverte.
En février 2012, la famille Colden engage un détective privé, Steve Foster, pour retrouver Phoenix. En collaboration avec la police locale, les détectives interrogent de tous les suspects connus, dont les 2 petits amis de Michael qui sont ensuite disculpés. Ce serait l'unique occasion où l'un des petits amis aurait commenté l'affaire. Et leur transcription reste inédite. Steve Foster découvre également les habitudes de vol de Phoenix, ce qui conduit à la révélation du second acte de naissance de Phoenix Colden sous le nom de Phoenix Reeves, le nom de jeune fille de sa mère. Au cours des prochaines années, des dizaines de milliers de conseils arrivent concernant des observations potentielles de Phoenix. Cependant, aucun ne réussit réellement. Ces faux cris de loup forcent la famille Colden à dépenser plus d'argent qu'ils n'en avaient sur des détectives privés pour suivre des pistes sans issue, laissant la famille sans autre choix que de saisir leur maison sans aucun espoir tangible. La police ne parvient pas non plus à trouver d'indices concrets ou de preuves tangibles. En 2018, le réseau de télévision Oxygène enregistre une enquête séparée sur la disparition de Phoenix avec le journaliste d'investigation original Sean Drea Thomas et un ancien adjoint de police à la retraite, Joe Delia. Les 2 passant en revue les points majeurs de l'affaire et font appel à un 3e enquêteur privé, Dean Duke, pour effectuer une analyse détaillée de la base de données du second acte de naissance de Phoenix. Le système ne révèle que 4 correspondances aux États-Unis. 3 sont exclus avec des profils complets. Néanmoins, l'un d'eux se distingue des autres. Le dernier match de Phoenix Reeves n'a pas de date de naissance, pas de numéro de sécurité sociale et pas de parents. Juste une adresse pour une maison à Anchorage, en Alaska, qui était active de janvier à juin 2012. Joe et Dean se rendent en Alaska et interrogent les voisins autour de l'adresse concernant Phoenix. Cependant, aucun ne reconnaît son nom sur ces affiches de disparition. Ils finissent par contacter la femme qui vit maintenant dans la maison qui a été identifiée dans la base de données. Mais la femme dit qu'elle était la seule propriétaire de l'endroit depuis 2002 et qu'elle n'a jamais vu ou entendu parler de Phoenix, ni avec le nom de Reeves, ni celui de Colden. Bien que les 2 détectives privés soient strictement convaincus que ce profil suspect est celui du véritable Phoenix Colden, ils ont peu d'autres éléments sur lesquels s'appuyer. C'est le développement le plus récent de la disparition solide toujours gelée. En examinant l'ensemble de l'affaire non résolue de Phoenix, il y a beaucoup d'éléments curieux qui pourraient jouer un rôle majeur dans l'enquête. Cependant, l'élément de preuve qui fournit les informations les plus critiques sur Phoenix et sa réflexion est la vidéo selfie qu'elle a enregistrée le 15 novembre 2011, juste un mois avant sa disparition. Malheureusement, la vidéo entière n'a pas été rendue publique, mais il y a des morceaux intrigants de citations directes de Phoenix provenant de la vidéo que nous avons collectée pour le dossier de l'affaire. Elle commence par prétendre qu'elle a été abandonnée par une personne ou des personnes anonymes. Elle poursuit en disant « C'est ridicule, je veux juste tout recommencer. Je sens que je ne peux pas redevenir le nouveau moi. » Quelques instants passent et elle continue avec « Je ne sais pas, je dois voir les choses telles qu'elles sont. » Tu sais, au lieu de penser comme ça, voir les choses telles qu'elles sont. Phoenix se tait, disant quelques lignes inaudibles avant de regarder dans la caméra. Je récite une version de la prière de la sérénité comme Seigneur, aide-moi à accepter les choses qui ne changeront pas et que je ne changerai pas les choses que je ne peux pas changer. Plus loin dans la vidéo, Phoenix explique « C'est pourquoi je n'aime pas parler aux gens quand je suis en colère ou quoi que ce soit, parce que je dis des choses que je ne pense pas, et c'est à ce moment-là que vous apprenez à garder votre sang-froid. Je veux que les gens me prennent au sérieux. » En raison de la mauvaise qualité du son et de quelques moments où Phoenix marmonnait, il est difficile de comprendre ce qu'elle dit. Les enquêteurs, Chandrea Thomas et Joe Delia, ont confié la vidéo à un ingénieur du son, Brian Queskin, pour nettoyer l'audio et déchiffrer le reste du dialogue. Il dévoile une partie où Phoenix dit « Je veux juste être heureuse. Je me sens si stupide parce que je me suis laissé aller un peu. Je serais probablement dans une meilleure situation si j'avais continué comme j'étais avant. » Elle continue ensuite à dire « Autant monter à l'arrière avec les flics partout ici. La seule personne qui ne me laissera pas tomber, c'est moi. » On ne sait pas combien de temps dure encore sa réflexion personnelle, mais à la fin de la vidéo, Phoenix jette un dernier regard à la caméra et dit au revoir.
Tout au long de la conversation qu'elle a avec elle-même, Phoenix prend de longues pauses en regardant par la fenêtre avec une mine sombre et agitée. Sa voix est douce, tendre et parfois indistincte. Pourtant, elle ne semble pas calme. Au contraire, Phoenix donne l'impression d'être vraiment inquiète de l'état dans lequel elle se trouve, luttant consciemment avec sa vie à ce moment-là par rapport au mode de vie bienveillant qu'elle menait auparavant. C'est dans ces moments que Phoenix elle-même précise qu'elle a été une personne complètement différente, pour le meilleur ou pour le pire. Certains enquêteurs théorisent que Phoenix fait référence à une situation qui l'a mise en difficulté juridique ou qu'elle fréquente un mauvais groupe de personnes qui la poussent à vouloir sortir. Quoi qu'il en soit, il est clair que Phoenix lutte avec un conflit interne, très probablement à la suite de pressions externes. Elle semble ne compter sur personne d'autre qu'elle-même, et sa confiance envers les personnes qui l'entourent se détériore manifestement. Malgré l'atmosphère tendue, cependant, Phoenix démontre sa sensibilité et sa capacité cognitive à comprendre le monde. Elle tente de déchiffrer le présent en travaillant sur le passé dans l'espoir de préparer un avenir plus radieux. Malheureusement, le moment de la vidéo et le fait d'être si proche de la disparition amènent tous les impliqués à croire que sa crise a joué un rôle majeur dans les événements qui se sont mystérieusement déroulés. Dans les 7 années qui ont suivi l'entrée du cold case de Phoenix dans la sphère publique, la théorie la plus discutée tourne autour d'un possible incident de traite des êtres humains. Lorsque sa disparition a été signalée pour la première fois, une rumeur a commencé à circuler selon laquelle le Chevy Blazer de 1998, conduit par Phoenix, a été découvert sur le bloc 900 de l'avenue Sinclair, avec le moteur en marche, les lumières allumées et la porte du côté conducteur grande ouverte. Cette version de l'histoire suggère que Phoenix a très probablement été sorti de la voiture par une seconde partie et que le Chevy n'a pas été touché. Qui a pu sortir Phoenix de son véhicule avec une telle force ? Eh bien, il se trouve que le bloc 900 de l'avenue Sinclair est situé juste à côté de l'autoroute 70, surnommée l'autoroute de la traite des êtres humains en Amérique. Non seulement cela, mais les zones entourant l'avenue Sinclair à East St. Louis sont notoires pour leur haut niveau de criminalité, d'activités liées aux gangs et aux drogues, et de la traite des êtres humains elles-mêmes. Ainsi, plusieurs théories suggèrent que Phoenix conduisait à East St. Louis pour une quelconque affaire suspecte dans laquelle elle s'était impliquée des mois auparavant, a été ciblée par un groupe de proxénètes ou d'opérateurs de trafic et a été enlevée alors qu'elle était à l'arrêt et kidnappée dans l'oubli souterrain. Kat Summers, survivante de la traite des êtres humains, pense que l'affaire portait les marques habituelles des situations de traite, pointant à nouveau l'état de la voiture et le statut dégradé de la vie de rue à East St. Louis. Katie Rhodes, la fondatrice de Healing Action, a aussi pensé que Phoenix a probablement été entraînée dans la traite des êtres humains. Bien qu'elle affirme que Phoenix y est entrée avec un sentiment d'autonomie, Katie a expliqué que les proxénètes sont des maîtres de la persuasion, séduisant souvent leurs victimes avec la promesse d'une liberté loin du contrôle des parents. Phoenix, malheureuse de vivre à nouveau chez elle, se disputait constamment avec sa mère. Si elle a été tentée d'entrer dans le monde de la prostitution en échange de son indépendance, le proxénète aurait rapidement travaillé pour désorienter Phoenix et lui enlever sa vie personnelle. Pour ajouter de l'huile sur le feu, une femme du groupe local, St. Louis Mothers of Missing Children, prétend qu'en 2017, elle a reçu un message qui comprenait un lien et une photo de Phoenix associée à un site d'escorte suspect. Cependant, lorsque les enquêteurs ont utilisé le lien, il les a dirigés vers une fausse page Facebook avec la photo de Phoenix dans l'image de profil, se révélant n'être rien de plus qu'une cruelle supercherie. Ce n'était cependant pas la seule prétendue apparition de Phoenix au fil des années. En mars 2014, une vieille amie, Kelly Froner, aurait aperçu Phoenix dans un avion rentrant de Las Vegas. Kelly était assise dans son vol pendant l'embarquement et a levé les yeux, apercevant une femme qui semblait être Phoenix avec un groupe de femmes regardant droit devant. Kelly a appelé son nom, et la femme a immédiatement levé les yeux, demandant à Kelly si elle ressemblait à quelqu'un. Kelly a répondu que tu ressemblais à son ami Phoenix. Mais cette femme a continué, ne s'engageant plus jamais avec Kelly. Elle portait une veste zippée, de beaux bijoux, avec toutes les femmes qui avaient la même ressemblance. 2 hommes, des joueurs de football professionnels d'environ 35 à 40 ans, étaient avec eux dans le groupe. Après l'atterrissage à Saint-Louis,
Kelly s'est rendue au comptoir Southwest Airlines, signalant avoir vu une personne disparue dans l'avion. La police a fouillé l'aéroport mais n'a jamais trouvé la femme pensée être Phoenix ou ses membres d'équipage. Kelly est catégorique, la femme était Phoenix Colden, évaluant sa confiance à 9 sur 10 lors de la série documentaire Oxygène. Il n'y a pas beaucoup de preuves pour réfuter la possibilité que Phoenix ait disparu dans le commerce de la traite des êtres humains en raison des tendances géographiques et de l'histoire de East St. Louis. Pourtant, il est difficile de le considérer vu l'absence de signes de lutte dans la cheville. Malgré quelques objets épars dans la voiture, le sac à main et le téléphone portable de Phoenix n'ont pas été retrouvés, contrairement au rapport initial. La voiture a été abandonnée plutôt que forcée. À moins que Phoenix n'ait été emmenée ailleurs et la voiture jetée ensuite, il est peu probable qu'elle ait été forcée à sortir. Cela laisse croire que Phoenix a été attirée par une connaissance et assassinée. Saint Louis, Missouri est l'une des 5 premières villes pour les crimes violents en Amérique, et beaucoup de détectives pointent du doigt la situation du petit ami et la nature secrète d'une double vie en dehors de Spanish Lake. Michael Bay a été minutieusement enquêté par la police et les premiers détectives privés, et toutes les parties bien plaider sont convaincues qu'il est innocent. Malgré un alibi inconnu, Cellphone Mike reste un suspect plausible. En fait, une ordonnance restrictive avait été émise contre Cellphone Mike par une ancienne petite amie distincte qui prétendait qu'il était violent à la fois émotionnellement et physiquement. Non seulement cela, mais pendant la période de Noël de 2011, une semaine après la disparition de Phoenix, l'ex-petite amie déclare que Cellphone Mike s'est particulièrement intéressé aux affaires de personnes disparues dans la région, vérifiant spécifiquement le statut de l'affaire de Phoenix après que les autorités l'ont officiellement signalé. Lorsque l'ex-petite amie a confronté Cellphone Mike à propos de ses intérêts, il a dit que Phoenix avait été un client du magasin de proximité où il travaillait, terminant par une dispute dans laquelle il a demandé « Pourquoi vous inquiétez-vous de quelqu'un qui est mort ?» Depuis, l'ex-petite amie a déclaré qu'elle n'est pas sûre si Cellphone Mike supposait simplement ou savait avec certitude. Malgré l'acquittement des 2 Michael par la police, un meurtre potentiel semble plausible compte tenu de l'arrêt soudain de tous les comptes bancaires, relevés de téléphones et publications sur les réseaux sociaux de Phoenix le jour de sa disparition. Elle avait l'impression d'être suivie pendant des mois avant sa disparition et voyait de l'obscurité à son horizon. La vidéo qu'elle a enregistrée découlait d'une situation hypothétiquement délicate dans laquelle elle se trouvait en difficulté, impliquant la police et très probablement un nombre inconnu plus important de personnes. En prenant tout en compte, il est logique de croire que l'implication de Phoenix avec des gens en dehors de son cercle social connu l'a conduite à des agissements illégaux. Elle a utilisé le téléphone jetable pour naviguer dans ses opérations et le 18 décembre, elle est sortie pour résoudre un différend, finissant par être une victime d'homicide aux mains de ses connexions anonymes. Cela étant dit, la police est au courant de ce deuxième téléphone portable et ne l'a pas signalé comme un élément reliant Phoenix à une organisation criminelle, et bien qu'il soit possible que, comme l'enquête est en cours, les forces de l'ordre ne peuvent pas dévoiler les détails de l'affaire. Il n'y a pas suffisamment de preuves observables pour démontrer un acte répréhensible. Il n'y a pas de sang, pas de suspect à rechercher et pas d'acide désoxyribonucléique dans le Chevy Blazer qui appartient à quelqu'un d'autre que Phoenix, Gloria ou Lawrence Colden. Cependant, vu les événements étranges liés à la disparition et à la vie de Phoenix, aucune théorie ne peut être complètement exclue. Vivre 2 vies dont l'une est un mystère complet pour les personnes auxquelles les enquêteurs ont accès rend l'extraction de pistes et le suivi d'indices naturellement fastidieux et presque impossible. En absorbant toutes les informations, interviews et renseignements fournis par plusieurs détectives privés, nous avons conclu que Phoenix Colden a quitté Spanish Lake de son plein gré, avec l'aide d'amis, au début, en utilisant son pseudonyme, Phoenix Reeves, et le certificat de naissance alternatif, avant de construire une identité complètement nouvelle et de se dissoudre dans la société sous une nouvelle position de pouvoir indépendante. Commençons par le Chevy Blazer abandonné. Son contenu, principalement des déchets et des vêtements aléatoires, ne laissait aucun signe d'activité illicite ou de jeu déloyal. L'agence de recouvrement donne son avis sur la facture de téléphone portable impayée de Phoenix. La découverte soulève des questions sur pourquoi elle l'aurait laissé derrière si négligemment. Mais finalement, cela n'aurait pas d'importance car le téléphone était toujours à son nom et facilement accessible par les autorités ayant des capacités d'investigation.
Le véhicule lui-même semblait garé et planté à première vue, selon l'officier Perry, et a très probablement été utilisé comme une manœuvre de leurre par Phoenix ou quiconque l'aidait à partir. Mettre la Chevy à East St. Louis donnerait l'impression que Phoenix a rencontré quelque chose de criminel, menant les chercheurs sur une fausse piste, alors qu'il s'agissait probablement d'un camouflage. Une fois la voiture en place, Phoenix a sans doute fait conduire quelqu'un d'autre ou avait un autre véhicule à disposition. De plus, il y a une chance que l'Interstate 70, étant si proche de l'autoroute du trafic aux États-Unis, n'était qu'une coïncidence. En réalité, c'était une route d'évasion proche pour un départ rapide. Il est également important de noter que East St. Louis est de l'autre côté de la frontière de l'État, en Illinois, ce qui s'avérera plus tard compliquer la recherche initiale de Phoenix et du véhicule dans la base de données automobile. La deuxième clé du labyrinthe est l'immense capacité de réflexion critique de Phoenix et sa subtile ingéniosité. Les connaissances de Phoenix la décrivent comme capable de se lier d'amitié avec à peu près n'importe qui, lui permettant de s'adapter à une variété de situations et de se lier d'amitié avec des personnes offrant des services spécifiques. Il n'est pas exclu que Phoenix ait rencontré des amis d'amis qui pourraient l'aider à quitter la communauté et à recommencer une vie anonyme. Maintenant, qui pourraient être ces suspects et à quel point leur métier est inconnu. Mais Phoenix avait une longueur d'avance avec 2 certificats de naissance. L'utilisation du document Phoenix Reeves pour ses plans secrets lui ferait gagner un temps précieux sans être détectée immédiatement. Elle pourrait faire des achats, demander un nouveau numéro de sécurité sociale et accéder à un nombre quelconque de ressources en dehors de l'héritage Colden. Elle était assez intelligente pour cacher un 2e forfait de téléphone portable à sa famille et à certains amis et aurait pu avoir d'autres moyens de communication. Rappelez-vous, elle volait aussi par intermittence des bons d'épargne dans le coffre-fort familial avant de retourner chez elle. Méthode potentielle pour collecter des fonds pour son départ futur. Lorsque les 2 détectives privés, Joe Delia et Dean Duke, ont découvert l'adresse d'identification de Phoenix Reeves à Anchorage, en Alaska, ils ont visité le quartier mais sont repartis les mains vides. Apparemment, la femme qui vivait à l'adresse sous le nom de Phoenix Reeves possédait la propriété pendant les mois où Phoenix y était lié de janvier à juin 2012. Cependant, cette femme n'a jamais loué cette propriété depuis son achat en 2002 et n'a jamais vu personne qui ressemblait à Phoenix pendant ses 25 ans de résidence. Pourtant, quelque chose ne va pas avec cette anomalie. Il se trouve que le profil de Phoenix Reeves ne comportait aucun point d'information, à l'exception d'une adresse qui datait d'1 mois seulement après la disparition de Phoenix et qui semblait être un lieu de fuite logique. Personne à Anchorage ne reconnaîtrait Phoenix si elle y allait effectivement pour se cacher ou planifier une autre transformation d'identité. Et cela servirait d'excellent terrain d'entente entre les États-Unis et un nouveau départ dans un lieu étranger comme le Japon. Il est aussi possible que Phoenix ait rémunéré la propriétaire de la maison enregistrée. Nous trouvons qu'il y a quelque chose de très suspect concernant Anchorage en Alaska et pensons qu'elle s'y trouvait certainement après sa disparition. De plus, de nombreux amis et relations de Phoenix ont été moins que bienvenus envers les journalistes, les enquêteurs et toute personne cherchant des réponses. Bien qu'il n'ait pas nécessairement été silencieux, beaucoup de ses amis ne veulent tout simplement pas parler. Cela pourrait être vu comme un comportement de culpabilité, mais nous pensons qu'elle vient de leur rôle dans l'aide à Phoenix, pas de lui avoir nui. Pour réaliser un exploit comme s'enfuir et devenir invisible, on aurait besoin d'aide de l'extérieur. Phoenix aurait pu utiliser ses nouvelles connaissances comme aide pour disparaître, y compris quelqu'un comme Michael B. Leurs conversations téléphoniques ont augmenté dans les semaines précédant le 18 décembre et se sont terminées par un appel anormalement long de 116 minutes le 17 décembre. Nous avons théorisé que la conversation de 2 heures était une discussion finale sur le plan maître et que l'appel d'1 minute le 18 était Phoenix modifiant l'initiation du plan, étant donné que c'était son dernier appel sur le téléphone du plan familial. Il est possible que d'autres appels aient été passés sur le téléphone jetable, mais sans les enregistrements, on ne peut pas l'affirmer avec certitude absolue. Enfin, lorsque nous tirons cette conclusion, nous devons aborder l'état émotionnel et mental de Phoenix au moment de décembre 2011. Des amis ont décrit Phoenix comme étant différente de son état habituel. Elle était agitée, mécontente et mal à l'aise. Sa relation avec sa mère devenait parfois intenable, se terminant par des disputes et des désaccords sur divers sujets, alors que Phoenix s'éloignait de plus en plus à l'église.
Sans parler du fait que Phoenix regardait constamment par-dessus son épaule, regrettant les décisions passées qu'il avait été menées sur un chemin de complications actuelles. Le plus révélateur de tous étaient les souhaits exprimés par Phoenix de recommencer sa vie, de réinitialiser ses problèmes et de revenir à l'ancienne version d'elle-même. Il est tout à fait possible qu'elle ait essayé de le faire entre le 15 novembre et le 18 décembre, avec quelques indices laissant supposer de tels efforts. Cependant, elle n'a pas pu surmonter le nuage de ténèbres qui planait au-dessus d'elle. Alors que son amitié avec Akira se fissurait et que sa paranoïa montait en flèche, Phoenix était le produit d'un style parental incroyablement strict, la protégeant des conflits du monde réel et réprimant son développement social. Elle était impatiente d'élargir ses connaissances et de vivre la vie en dehors des règles hermétiques trouvées dans la maison des Colden. Mais encore et encore, ses parents rejetaient ses désirs. Cela a lentement érodé la connexion qu'elle avait avec Gloria et Lawrence, et malheureusement, cela a rendu plus facile la décision d'abandonner le front religieux et conservateur par lequel tout le monde la connaissait. Partir n'était probablement pas un choix facile à ses yeux, mais une décision nécessaire pour échapper aux décennies de difficultés qui ont finalement fait de la vie une bataille perdue. Cela étant dit, le cas de Phoenix Colden est vraiment une énigme déroutante, et aucune pierre ne peut rester non retournée. L'une des raisons pour lesquelles nous voulions partager son histoire est le manque total de couverture nationale que Phoenix et la famille Colden ont reçu au moment de la disparition en 2011 et 2012, perdant un temps précieux dans leurs recherches. Gloria et Lawrence ont dû saisir leur maison récemment en raison d'écoutes d'enquête croissant et sont désespérés que leur fille Omeide et son cas soient partagés à un public plus large. Ils craignent que ces dossiers ne soient balayés dans un coin et oubliés. Nous faisons tout notre possible pour garder espoir que Phoenix sera retrouvé. C'est aussi le deuxième cas où notre sujet a un lien avec Anchorage, en Alaska, une coïncidence totale seulement réalisée après que nous ayons recherché ces cas. Si des téléspectateurs sont locaux dans la région, veuillez garder un œil particulier pour des indices ou des pistes dans les profils de Trevor Dilley et Felix Colden ou Phoenix Reeves. Aussi improbable que cela paraisse, on ne sait jamais ce qui pourrait se cacher. Quoi qu'il en soit, nous devrions honorer Phoenix Colden comme la femme brillante qu'elle était, une escrimeuse extrêmement talentueuse et un phare de compassion et d'énergie spirituelle, faisant rire les gens tout en forgeant des intérêts à travers la culture, les universitaires et l'art. Elle était une musicienne merveilleuse, capable de jouer une variété d'instruments, allant de la guitare au piano. En fait, le piano de Gloria reste intact à ce jour, accumulant la poussière, attendant d'être à nouveau joué par la fille qui s'est exprimée si magnifiquement pendant 23 ans. Le piano attend Phoenix Colden tout comme nous, alors que nous menons la bataille difficile pour résoudre la disparition et la scène mystérieuse à l'avenue Saint-Clair. Ceci a été détective des affaires non résolues.